Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être mon dernier point lecture pour le mois d'avril. Dans ce point lecture, j'ai donc 4 romans ainsi que quelques titres graphiques à vous présenter. Je commencerai tout d'abord avec Behind the Bars par Brittany Seccheri. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Steam Sailors, le premier tome, L'Héliotrope. Puis, ce sera au tour de Miroir de nos peines par Pierre Lemaître. Ensuite, je vous parlerai de mon avis sur Soleil glacé de Séverine Vidal. Et côté graphique, je vous parlerai donc tout d'abord de la bande dessinée, enfin du roman graphique Les Filles de Salem. Je vous parlerai également de ma lecture du tome 8 de la série Saga. Et je vous parlerai de ma découverte des 2 premiers tomes de la série Paper Girls. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec du coup Behind the Bars par Brittany Seccheri. C'est un roman que j'ai chez moi et que j'ai lu en format numérique. Il est disponible d'ailleurs au format numérique comme c'est le cas pour tous les titres que je vous présente aujourd'hui. Donc en l'occurrence Behind the Bars, c'est un nouveau titre de Brittany Seccheri qui fera partie d'une série qui va s'appeler Music Street, qui a je crois un autre tome sorti en anglais si je dis pas de bêtises, en tout cas qui comptera d'autres tomes mais qui ne sont pas parus pour l'instant en français. Le dernier titre de Brittany Seccheri qui est sorti, qui s'appelle Eleanor and Grey, ne fait pas partie de cette série et les 2 tomes qui sont prévus pour cet été n'en font pas partie non plus. Donc voilà. Pour ce qui est de Behind the Bars, du coup c'est une histoire qui se passe à la Nouvelle-Orléans dans laquelle on va suivre 2 personnages dont j'ai oublié les prénoms, je l'ai lu il y a quelques temps maintenant, donc nos 2 personnages en fait vont se rencontrer au lycée, ce qui m'a plutôt surprise parce que par rapport à la couverture et même au résumé, je m'attendais en fait à ce qu'on ait directement des personnages adultes, jeunes adultes, comme c'est souvent le cas dans les romans, les romans de Brittany Seccheri en font partie. Mais en l'occurrence, on les découvre donc au lycée. On a une jeune fille qui s'appelle Jazz, c'est ça, enfin elle s'appelle Jasmine, mais elle est surnommée Jazz. Et sa mère en fait rêve d'en faire une pop star, sauf qu'elle, ça ne l'intéresse pas des masses. En plus, elle, la musique qu'elle aime, c'est donc le jazz. Et en face, on a un jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelle, et ce jeune homme-là, lui, est également passionné de musique, et plus exactement, il joue du saxophone, si je dis pas de bêtises. Ou de la trompette, peut-être. Peut-être de la trompette. Bref, il joue d'un instrument de musique. Et lui, ce qu'il aime, je crois, c'est la soul, je crois que c'est la soul. Non, ou le blues, peut-être. Je sais plus exactement, je suis désolée. Enfin bref, en tout cas, ils sont tous les 2 passionnés de musique, pas forcément du même type de musique. Et ils ont tous les 2 des contextes familiaux qui sont pas forcément hyper évidents. Jazz du coup vit avec sa mère qui est donc pas du tout un personnage bon pour elle puisqu'elle cherche à tout prix à faire de sa fille une star et fait passer tous les désirs de sa fille finalement en second plan. Et elle vit également avec son beau-père qui lui est un homme très gentil et notre personnage masculin vit quant à lui avec sa mère et sa sœur. Donc les 2 personnages se rencontrent au lycée. Jazz, qui est une fille plutôt populaire, va s'intéresser finalement à ce garçon. Elle va également l'entendre jouer de la musique et elle va tomber un peu amoureuse, enfin tomber sous le charme en tout cas de la musique qu'il joue. Entre eux du coup va se lier quelque chose et puis finalement Jazz va être emmenée par sa mère en Angleterre alors que notre histoire se passe donc à la Nouvelle-Orléans il s'est passé plusieurs choses à ce moment-là. Il va se passer beaucoup de choses et Jazz en parallèle est emmenée en Angleterre. Du coup ils vont être séparés pendant longtemps et à un moment ils vont se retrouver. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps, il leur arrivait beaucoup de choses difficiles à l'un comme à l'autre. Et du coup voilà, les retrouvailles ne sont pas forcément très simples. Dans ce roman, comme toujours avec les romans de Brittany Seccheri, j'ai trouvé que les personnages étaient touchants et j'ai trouvé qu'elle arrivait particulièrement bien, comme toujours, à nous faire ressentir plein d'émotions à la lecture. Justement, j'ai trouvé que toutes ces émotions étaient également un point négatif puisque j'ai trouvé, comme assez souvent aussi dans les romans de Brittany Seccheri et dans la new romance de manière générale, je dirais, j'ai trouvé qu'il y avait un aspect un peu dans la surenchère et voilà, c'est finalement ce qui me sort un peu des récits, c'est-à-dire que ce sont des récits avec plein d'émotions, etc. Mais au bout d'un moment, à force de vouloir trop en faire, je décroche un peu et c'est un petit peu ce qui s'est passé ici, même si ça a été une très bonne lecture pour moi. Mais c'est vrai que finalement, je pense qu'elle m'aurait encore plus touchée s'il y avait eu peut-être un tout petit peu moins. J'ai beaucoup aimé forcément du coup la place de la musique dans le récit, j'ai trouvé ça très bien et j'ai beaucoup aimé également le fait que le personnage masculin répète régulièrement à la jeune fille qui n'a pas une très forte estime d'elle-même, qu'elle a de la valeur et que peu importe ce qu'elle fasse et ce qu'elle ait fait, et bien elle a de la valeur, elle doit se considérer comme quelqu'un d'important et elle ne doit pas laisser n'importe quoi lui arriver sous prétexte qu'elle ne s'apprécie pas elle-même. Donc voilà, c'était un message que j'ai trouvé plutôt chouette.
Et en plus de ça, il y a également assez peu de scènes explicites dans le récit, ce que j'ai trouvé intéressant. En revanche, côté trigger warning, on est assez servi, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un peu... il y a beaucoup de drame dans ce récit. Et on nous parle notamment de décès, de harcèlement et de familles toxiques à des points assez poussés. Voilà. Et un autre, par contre, il y a un autre gros point positif dans ce récit, c'est finalement la famille qui se crée autour des deux personnages et l'importance finalement qu'on donne à la famille que l'on choisit, des personnages qu'on décide qui vont faire partie de notre famille, qui s'en fassent partie biologiquement ou pas. Finalement, voilà, l'importance de se créer un cocon familial avec des gens qui sont bénéfiques pour nous, qui sont bons pour nous. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ça. Du coup, j'ai mis la note de 17/20 à cette lecture, donc comme je vous l'ai dit, ça a été vraiment une bonne lecture, mais je pense que ça aurait pu encore plus me plaire s'il y avait eu un petit peu moins de surenchère. Ensuite, je me suis lancée dans Steam Sailors, le premier tome, L'Héliotrope par I.S. Green aux éditions Gulfstream. C'est un roman qui est sorti fin mars, du coup il est sorti en format numérique à la date initialement prévue. Pour ce qui est du format papier, je pense qu'il est maintenant du coup disponible. Vous pouvez l'acheter sur le site de Gulfstream ou bien en librairie ou le commander en librairie. Pour ma part, je l'avais acheté en avant-première à Montreuil puisqu'il était disponible en avant-première à Montreuil alors qu'il n'est sorti que fin mars. Donc voilà, c'est pour ça que pour ma part, je l'avais en format papier. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est clairement un récit de steampunk. Après, pour le classer en termes de genre, normalement le steampunk appartient plus à la SF, mais en l'occurrence il y a quand même pas mal d'éléments de fantasy également dans ce roman. Donc on va dire que c'est un peu à la limite entre fantasy, steampunk et beaucoup de piraterie, et de manière générale une histoire d'aventure. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, donc ça se passe, on nous explique 4 siècles après la Grande Fracture. La Grande Fracture, c'est un événement dont on ne parle pas énormément, mais on comprend que ça a laissé... Enfin, que ça a séparé le monde en plusieurs parties, notamment donc le bas monde qui est en gros la Terre, et je sais pas comment ils appellent ça, et le haut monde, tout simplement. Et le haut monde qui quant à lui est assez éclaté et réparti en arches, comme nous le laisse suggérer la couverture. On a également une carte au tout début ici, qui est une carte en fait du haut monde uniquement. Nous, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Prudence, qui vit dans le bas monde, mais qui vit un peu en paria, puisqu'elle n'est pas forcément très appréciée. Elle est guérisseuse, mais elle a également des rêves un peu particuliers. Et en fait, Prudence va se faire kidnapper par des pirates qui vont débarquer dans le bas monde, alors que ce sont des pirates qui vivent du coup plutôt dans le haut monde, qui vivent à bord d'un héliotrope, qu'on peut voir ici en petit. Et donc en fait, voilà, les pirates vont arriver, vont kidnapper Prudence, vont l'amener avec elle sur leur bateau, on voit également ici, et au départ ils la kidnappent parce qu'elle est guérisseuse et que du coup ça peut leur servir. En plus ils n'ont plus leur guérisseur, etc. Et donc en fait à travers les pirates elle va découvrir finalement tout le haut monde, et elle va également découvrir la piraterie, elle va découvrir ce qui intéresse les pirates, et elle va plutôt se lier avec eux et se lancer avec eux en fait dans une quête, puisqu'il y a une carte et apparemment derrière cette carte il y aurait quelque chose, il y a un trésor, donc voilà, elle va se rentrer également là-dedans. J'ai trouvé que c'était un très bon premier tome, c'est un tome qui est addictif, les personnages sont attachants, la piraterie est intéressante, le monde est très vaste et il n'est pas du tout complètement exploité. La fin est très prometteuse, il y a une histoire qui est assez propre à ce tome-ci, mais clairement on nous montre qu'il va pouvoir se passer encore plein d'autres choses après. Pour mon plus grand plaisir, donc voilà, j'ai une série vraiment que je continuerai avec grand plaisir. J'ai beaucoup apprécié la découverte de ce premier tome, c'est une série française. Donc voilà, je ne peux que vous recommander de la découvrir, et j'ai mis pour ma part la note de 18/20. Ensuite, je me suis donc lancée dans Miroir de nos peines par Pierre Lemaitre, qui est le 3e tome de sa trilogie de l'entre-deux-guerres, donc qui était commencé par Au revoir là-haut, après il y a Couleur de l'incendie et ensuite Miroir de nos peines. C'est également un roman que j'ai chez moi, mais que j'ai lu du coup en format numérique. Pour ce qui est de l'histoire de Miroir de nos peines, on va suivre finalement plusieurs personnages différents qui ne sont pas forcément reliés au départ. On suit un jeune homme qui... Alors, oui, une petite précision à faire. Cette trilogie s'appelle la trilogie de l'entre-deux-guerres, mais en fait ce tome 3 ne se passe pas du tout pendant l'entre-deux-guerres, puisqu'il se passe complètement en 1940, du début à la fin. Tout le tome se passe en 1940, donc voilà,
pas de l'entre-deux-guerres. Du coup, j'étais un peu déstabilisée puisque finalement, c'est pas l'histoire à laquelle je m'attendais, comme le tome précédent nous laissait au début des années 30. On commençait tout juste à entendre parler d'Hitler en Allemagne, donc je m'attendais plutôt à la suite directe de ça, et finalement non. Mais du coup, voilà, donc ce tome-ci se passe en 1940. On suit 3 personnages principaux, on va dire. On suit une jeune femme qui s'appelle Louise, qui habite à Paris, qui est institutrice et à laquelle il va arriver une histoire très particulière au début du récit. Ensuite, on suit un jeune homme qui est soldat, qui a été envoyé du coup sur la ligne Maginot, il me semble sur la ligne Maginot, avec un camarade à lui, et il va également leur arriver quelque chose. Et enfin, on suit un 3e personnage qui s'appelle Désiré, si je dis pas de bêtises, et qui lui est en gros un bandeur professionnel, on peut appeler ça comme ça. C'est un homme qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas et qui change de profession, etc. en fonction de ce dont il a besoin, et dès que sa couverture commence à être un peu fragilisée, il devient quelqu'un d'autre. Voilà, en gros pour les 3 personnages principaux qu'on va suivre. Et on va voir comment donc tous ces personnages vont se mêler, leurs histoires, ce qui s'est passé dans leur famille, etc. Je dois dire que pour ce tome-ci, c'est un tome qui m'a pas vraiment convaincue. J'avais adoré Au revoir là-haut et j'ai beaucoup aimé son adaptation. Couleur de l'incendie m'avait également plu, mais j'ai eu plutôt du mal avec Miroir de nos peines. Je l'ai lu quand même assez facilement, mais c'est vraiment pas une histoire qui m'a plus embarquée que ça. J'ai trouvé que finalement l'écriture était jolie, mais que dans ce tome-ci, ça virait un peu trop pour moi à l'exercice de style et moins au fait de raconter une histoire. Et j'ai vraiment l'impression en fait que Pierre Lemaitre voulait nous parler de plein d'éléments, puisqu'il y a plein de choses qui sont racontées dans le récit en fait qui sont inspirées d'histoires vraies. Mais voilà, j'avais l'impression en fait qu'il voulait nous parler de plein de choses et que du coup il a tout balancé dans le livre. Et finalement, ouais, le tout n'était pas forcément très cohérent. Il y a des points de vue qui sont rajoutés pour servir un truc, mais on les arrête assez vite. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était pas forcément. Ouais, que c'était pas forcément hyper intéressant. Et puis, ouais, il y avait un côté très événement à caser dans l'histoire, beaucoup de points de vue également. J'aime bien les récits avec beaucoup de points de vue, mais en l'occurrence, on a déjà dès le départ donc les 3 points de vue que je vous ai cités, et puis ensuite on a plein d'autres points de vue qui se rajoutent au fur et à mesure pour servir le récit, et j'ai trouvé ça pas forcément toujours très judicieux. J'ai également trouvé que c'était assez prévisible dans les événements, puisqu'on voit venir certaines choses. Et puis, comme je vous disais, voilà, ça ne parle pas d'entre-deux-guerres, puisque ça se passe en 1940. Et c'est également un tome qui n'est pas forcément énormément lié aux autres, à savoir que le personnage féminin de Louise, si je dis pas de bêtises, est liée au personnage précédent, puisque c'est la petite fille qu'on voit dans Au revoir là-haut, mais voilà, sinon c'est pas forcément énormément lié au reste. Et après, par contre, sur le côté historique, c'est vrai que ça parle d'événements historiques qui sont intéressants. Ça parle notamment beaucoup de l'exode qu'il y a eu en 1940 quand les Allemands commencent à arriver sur Paris, et tous les Parisiens du coup qui vont fuir vers le sud pour essayer de rester dans ce qui sera plus tard la zone libre, mais en tout cas pour essayer de ne pas être sous là où il y a les Allemands, de fuir également les bombardements, etc. Ça c'était intéressant. Ça nous parle également un peu du front des soldats. Ça nous parle de certains groupes du coup qui vont se former à la suite de l'exode. Ça nous parle également de l'évasion de prisonniers qui a également vraiment eu lieu, etc. Mais voilà, c'est vrai que même si c'était des événements historiques qui étaient intéressants, j'ai pas forcément apprécié la manière dont tout était mis ensemble ici. Ça reste un titre qui est facile à lire, qui est comme je disais bien écrit, etc. Mais ça m'a pas forcément beaucoup emballé. Et du coup, je lui ai mis la note de 14/20. Et pour terminer, et on va pas non plus remonter la pente, je vous parle donc de Soleil glacé par Séverine Vidal, qui est publié à la collection R. J'avais adoré de Séverine Vidal, quelqu'un qu'on aime, qui était sorti chez Sarbacane dans leur collection Exprime, que j'avais adoré, j'avais trouvé que c'était un superbe récit. Malheureusement pour celui-ci, Soleil glacé, c'est un titre que j'ai abandonné. Si vous me suivez, vous savez que ça m'arrive pas forcément très souvent. Je l'ai abandonné vers 30% de ma lecture, tout simplement parce que je n'arrivais pas du tout à accrocher à l'héroïne principale et du coup à la narration comme c'est écrit de son point de vue. Voilà, j'arrivais vraiment pas à m'y faire, et même s'il y avait plein de thèmes intéressants qui commençaient à être soulevés dans le récit et que j'avais plutôt envie de savoir ce que ça allait donner ensuite, vraiment j'arrivais pas à me faire à l'écriture, j'arrivais pas à retourner dedans. Du coup voilà, j'ai préféré ne pas insister, même si je pense que c'est un roman qui a plein de qualités et qui parle de choses intéressantes, mais voilà, tant pis. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, on va suivre une héroïne, dont j'ai également oublié le prénom, décidément, je suis désolée. Donc en fait, on va suivre une héroïne qui
c'est une jeune adulte, il me semble qu'elle est majeure, elle doit avoir autour de 18 ans. Cette héroïne-là vit avec sa mère et sa mère est en couple avec une femme. Donc ouais, du coup déjà il y a cette famille homoparentale qui m'intéressait mais qui n'est pas vraiment exploitée dans ce que j'ai lu pour l'instant. Ensuite on a également et en fait cette jeune femme du coup va découvrir le même jour que son copain la largue, en plus il la largue par SMS. Et elle va également découvrir que son père vient de décéder, son père elle n'avait plus beaucoup de contact avec lui et surtout lors du divorce de ses parents ils ont appris que son père avait une autre femme et elle va découvrir au décès de son père qu'en fait il n'y avait pas juste une autre femme mais qu'il y a également des frères et sœurs qui ont été du coup un peu cachés. Et particulièrement donc une petite fille et un frère qui a quasiment le même âge que notre héroïne et qui est handicapé. Et du coup voilà, ça parle également de ça et je pense que c'était très intéressant et je pense qu'il y avait de belles choses sur l'amour fraternel, sur le handicap de son frère, etc. Séverine Vinal nous explique que pour écrire ce récit, elle s'est aussi inspirée de, je crois, de travaux d'écriture qu'elle a fait dans des centres pour adultes handicapés. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant, mais vraiment j'ai pas réussi à entrer dans l'histoire, j'ai trouvé l'héroïne très égoïste, très casse-pied. Et voilà, du coup vraiment j'ai pas réussi à m'y faire. Et l'écriture était très incisive et assez énervée, mais voilà, c'est pareil, ça m'a pas forcément beaucoup parlé. Et en plus les thèmes, c'est vrai, autour de la rupture, la manière dont est traitée la rupture avec le garçon, vraiment, c'est pareil, c'était pas du tout dans... Ouais, c'est pas non plus quelque chose à laquelle j'ai réussi à adhérer. Et puis le côté du père infidèle, etc. Je vous l'ai déjà dit dans mes précédents points de lecture, c'est pas forcément un thème que j'aime retrouver non plus. Donc voilà, du coup, même si c'est un titre, je pense qu'il y avait des choses intéressantes à dire, j'ai préféré l'arrêter à 30% puisque je voyais que j'avais vraiment pas envie de retourner dedans et j'avais vraiment pas à m'y faire. Donc voilà, malgré tout, c'est un titre sur lequel j'ai vu plein de bons avis et je comprends pourquoi, parce que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à aborder dedans. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc, pour terminer, je vais vous parler titres graphiques. Tout d'abord avec Les Filles de Salem par Thomas Gilbert, c'est aux éditions d'Argo. C'est un titre dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps, puisque ça parle du premier procès pour les filles de Salem, du premier procès des sorcières. C'est un titre dont j'ai vraiment bien apprécié l'histoire, mais j'ai eu un peu plus de mal avec les dessins. En fait, pour vous montrer deux planches, celle-ci tout d'abord, j'ai vraiment eu du mal avec le dessin des personnages et j'ai trouvé que c'était un récit qui était assez sombre et ouais, ça m'a pas forcément parlé. Par contre, tous les dessins des paysages, comme on peut le voir ici, je les ai trouvés super jolis. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, le style de dessin général m'a pas forcément énormément plu. Par contre, l'histoire est vraiment intéressante et j'ai beaucoup aimé tous les enjeux qui sont présentés autour des filles de Salem, qui montrent bien tout l'aspect de comment est-ce que les hommes voient les femmes dans ce village, le côté très patriarcal qui fait que finalement ce procès des sorcières de Salem va arriver, toutes les choses en fait que les hommes essayent de cacher derrière ce procès, etc. Voilà, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, même si les dessins m'ont pas toujours convaincue, mais je comprends aussi le petit succès qu'il a eu, et du coup j'ai mis la note de 15/20, je l'ai lu pour ma part sur la plateforme Isneo, il est compris dans l'abonnement. Ouais, il est compris dans l'abonnement. Ensuite, j'ai également lu donc, le tome 8 de Saga par Fiona Staples et Brian K. Vaughan aux éditions du coup Urban Comics. Pareil, il était également compris dans l'abonnement Isneo et j'en étais à celui-ci. Il me reste donc maintenant que le tome 9 à lire puisque la série pour l'instant n'a pas été continuée en sachant qu'elle n'est pas finie avec le tome 9. Saga, du coup, c'est une série de space opéra dans lequel on a deux peuples principaux, enfin on a énormément de peuples, mais nous on va suivre deux personnages principaux qui viennent de deux peuples différents. À savoir donc Alana qui est cette femme-ci. Alana a des ailes dans le dos, donc elle fait partie du peuple des ailés, et Marco de l'autre côté c'est un lunien, donc il fait partie du peuple des cornus, il a donc des cornes, et les deux peuples se font la guerre, sauf que les deux vont chacun plus ou moins s'échapper ou renoncer à leur... aux armes, etc. Et ils vont former une famille alors qu'ils ne sont pas censés pouvoir se reproduire ensemble comme ils ne font pas partie de la même espèce, sauf qu'ils vont avoir une fille ensemble qui s'appelle Hazel. Et du coup voilà, en fait finalement comme ce sont des fugitifs, enfin je crois que Marco est un fugitif et que Alana du coup est une désertrice, du coup ils sont complètement pourchassés et tout le monde essaye
tout le monde leur en veut, d'autant plus quand on commence à apprendre qu'ils ont pu avoir un enfant ensemble, etc. Ça met un peu en branle finalement les grandes convictions que tout le monde essaie de faire passer. Et puis également plein d'autres espèces qu'on va croiser, très très multiples. J'aime beaucoup tous les différents thèmes qui sont abordés et je trouve que c'est une série qui arrive vraiment toujours à nous surprendre de tome en tome. C'est toujours excellent, les dessins sont toujours superbes, il y a plein de thèmes abordés, enfin voilà, c'est vraiment une série que j'adore. Et du coup, comme j'arrivais à la fin des tomes disponibles, je me suis lancée dans Paper Girls, qui est également une série de Brian K. Vaughan, qui est donc le scénariste des deux séries, mais c'est en l'occurrence dessiné par Cliff Chiang et je crois que c'est colorisé par Matt Wilson, si je dis pas de bêtises. Et j'ai donc lu les tomes 1 et 2. Il y a 5 tomes sortis, je ne sais pas si la série est finie, mais en tout cas pour l'instant il y en a 5. Donc j'ai lu pour ma part les tomes 1 et 2. C'est une série qui est vraiment différente de Saga, c'est également un titre de SF. Mais c'est un titre qui commence sur Terre et qui a un côté beaucoup plus underground par rapport à Saga. Saga, c'est une série avec beaucoup de couleurs et du space opéra assez grandiose, si on peut dire. Alors que pour ce qui est de Paper Girls, ça se passe aux États-Unis, je sais plus exactement quand, je dirais dans les années peut-être 80. Tout commence un soir, la nuit d'Halloween. Une jeune fille fait sa première nuit en tant que Paper Girls, du coup en tant que distributrice de journaux. Elle va croiser la route d'un autre groupe de distributrices de journaux, parmi lesquelles il y a la première fille qui a fait ce job-là. Et en fait, il va se passer plein de choses cette nuit-là, et ça va les entraîner ensuite dans une histoire de SF. Mais voilà, c'est un côté beaucoup plus crade, underground, avec beaucoup de dessins très sombres, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment bien apprécié aussi que ce soit... oui, pour le tome 1 ou pour le tome 2, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Et du coup, ouais, ça a été une bonne lecture pour ma part, un bon début de série. Je suis curieuse de connaître la suite. Et j'ai beaucoup aimé aussi bien les dessins que le scénario. Donc voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Et pour le coup, et au niveau des notes, je crois pas que je vous l'ai dit, j'ai mis la note du coup de 18 à Saga et la note de 16 à chacun des 2 premiers tomes de Paper Girls. Donc ouais, vraiment de bonne lecture en l'occurrence. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres ou bien s'il y en a certains qui vous intéressent. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!